quelqu'un qui est constipé, il peut aller directement à la pharmacie. On va vous dire, prenez du Séné, prenez de la Bourdaine, prenez du Cascara, prenez du Dulcolax. Si vous prenez ces produits-là, vous allez avoir un bienfait. Ce bienfait, il va au cours des semaines diminuer de plus en plus et vous allez augmenter la quantité pour avoir le même effet. Il y a une véritable dépendance. Par contre, le psyllium... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, désormais à l'heure du déjeuner sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le docteur William Bérébi est avec nous. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine, gastroentérologue et hépatologue, expert du microbiote intestinal et créateur du concept de la médecine microbiotique. Vous êtes animateur du podcast Merci Docteur et vous avez amené votre livre qui est déjà un best-seller, Mission Ventre Plat aux émissions Marabout. Comment ça va doc? Vous avez passé un bon été? Ça va bien, très bien. Écoutez, ça fait du bien la petite coupure et puis là, ça y est, on est reparti dans la médecine et dans le soin. Vous êtes le créateur du concept de la médecine microbiotique. Ça veut dire que vous faites des ordonnances microbiotiques. C'est ça. J'en ai testé une il n'y a pas longtemps. Ouais, je dois dire, je suis un très 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 bon cobaye. Mais est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que dans une ordonnance microbiotique, il n'y a pas de ce qu'on appelle de médicaments allopathiques? Alors, il peut y avoir les deux, c'est-à-dire que dans les protocoles microbiotiques que j'ai élaborés depuis 2016 et que j'utilise depuis, on va utiliser des probiotiques. Donc les protocoles microbiotiques, par définition, ce sont des probiotiques pour l'intestin, pour le stress, contre l'obésité, etc. Mais dans un problème de constipation, par exemple, il peut y avoir une association. C'est-à-dire je vais utiliser un probiotique, mais aussi un prébiotique, comme le psyllium, puisque le psyllium, c'est un produit qui va permettre aux selles de se gonfler et de permettre au transit de bien se faire. Et donc ça nourrit en même temps le microbiote, le psyllium. Donc si vous voulez, dans une ordonnance microbiotique, on peut très bien avoir un probiotique pour rééquilibrer la flore avec des bactéries vivantes et puis des prébiotiques donc pour nourrir la flore. Donc il y a une double action, si vous voulez. Mais dans ce que vous venez d'énoncer, il n'y a pas de médicaments classiques, allopathiques, tradis. Non, puisque c'est dans les deux cas, c'est prébiotique ou probiotique. Je peux tester que ça fonctionne très bien. Alors, moi, j'étais très étonné parce que ce sont des plantes ou des bactéries. C'est l'ispagule, c'est une plante. Donc on se dit toujours, est-ce que ça va fonctionner aussi rapidement qu'un médicament tradit, qu'un Doliprane? Eh bien oui, ça fonctionne aussi. Je vais mettre des guillemets, j'ai même trouvé ça magique. Je me suis dit, ah ouais, mais ça marche. Ah ouais, bien sûr. Sauf que moi, je ne savais pas comment les prendre. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, moi j'ai fait ce qui était marqué sur mon ordonnance microbiotique. D'accord. Yeah. Le psyllium... On m'a dit prendre un sachet. Donc le psyllium, c'est très simple en fait. C'est un produit que j'utilise beaucoup. Donc c'est des petits granulés. Et donc vous les avalez, vous avalez le sachet avec un grand verre d'eau. Et puis ça va rentrer dans le tube digestif. Et une fois dans le tube digestif, ces petites granules que vous voyez dans le sachet vont se gonfler et donc vont permettre aux selles de s'homogénéiser, ce qui va permettre d'avoir un transit plus régulier. Et au lieu d'avoir des selles très fractionnées, des petites billes comme disent les patients, vous d'avoir des selles normales. Donc ça, c'est extrêmement efficace et extrêmement physiologique également. D'accord. Et ça se prend comment alors? Le sachet, comme je viens de vous le dire, on prend un sachet et on le met dans la bouche et on prend un grand verre d'eau. Ouais, moi j'ai mis le sachet, je l'ai mis dans la bouche et j'ai attendu que ça se passe. Alors ça, vous savez, en 20 ans, on me l'a jamais fait. Ça, c'est vraiment le truc. C'est exceptionnel. Faut quand même le savoir, Philippe. Et je vous disais, mais qu'est-ce que c'est long votre truc? En 20 ans, jamais on parce que ça fond pas. Ça, c'est excellent. C'est un best-seller ce que vous avez fait. Je viens de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, il faut l'avaler. L'avaler avec un grand verre d'eau. Moi, j'avais lu sur la notice qu'il ne fallait pas croquer. Donc, j'ai pas croqué. Voilà, vous avez été discipliné, mais vous n'avez pas. Bon, j'ai pas fait. En tout cas, ça a fonctionné. Donc, c'est peut-être psychologique. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant, le psyllium. Ça appartient à quelle famille de c'est quoi? C'est une racine? C'est une graine. C'est une graine d'ispagule. Donc c'est une plante, l'ispagule, et donc ça correspond à la famille, sur le plan médical, des mucilages. Donc les mucilages ou laxatifs de l'Est, c'est les synonymes. C'est un produit qui est très physiologique parce que justement il va permettre à l'eau qu'il y a dans le côlon de venir et de gonfler la graine. C'est-à-dire, la graine, elle arrive, vous l'avalez, d'accord? Elle va descendre, elle va arriver dans l'intestin, donc dans le côlon. Et là, dans le côlon, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau dans le côlon, puisque dans le côlon, on a un volume de 2-3 litres.
Alors, on ne fait pas caca 2-3 litres, évidemment, parce que le côlon, il a comme fonction, hormis celle de fermenter les aliments grâce aux bactéries et de fabriquer des substances magiques qu'on appelle les postbiotiques, il a comme fonction aussi de réabsorber l'eau. C'est pour ça que dans le côlon, en fait, l'eau est réabsorbée, qu'on a dans notre tube digestif, qui est l'addition de l'eau qu'on ingère et de toutes les sécrétions du tube digestif. Et donc, du coup, on a des selles normalement moulées, parce que le côlon a réabsorbé. Mais il y a beaucoup d'eau dans le côlon. Donc, quand les graines arrivent dans le côlon, elles vont se gonfler avec cette eau. Et donc, du coup, elles vont permettre de faire des selles tout à fait homogènes. Imaginez une pâte à modeler, par exemple. Si vous avez plein de petits morceaux, eh ben, ça va permettre à ces morceaux un petit peu d'être compacts et du coup de normaliser le transit. Alors, c'est très physiologique. Et c'est un prébiotique, c'est-à-dire que le prébiotique, en plus donc d'avoir ce mécanisme de mucilage de laxatif de l'Est, c'est un prébiotique puisque l'ispagule, donc cette fameuse plante, nourrit également les bactéries intestinales. Alors, ce qui est quand même très important dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut boire beaucoup, parce que si vous ne buvez pas assez, il risque d'y avoir des dommages collatéraux. Tout à fait. Ouais. Alors, moi, j'utilise toujours, quand quelqu'un a un problème de constipation, je vais prescrire du psyllium, comme je viens d'en parler, et je vais utiliser un probiotique associé. Le psyllium, c'est le prébiotique, donc ça va jouer sur la nourriture des bactéries, et les bactéries vivantes en même temps, je les apporte pour justement faire une synergie entre les deux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous prenez du psyllium, mais que vous ne buvez pas, vos graines, elles ne vont pas s'hydrater. Donc ça risque de faire des espèces d'impaction. Donc il est très important de beaucoup boire. D'ailleurs, c'est vrai de toute façon dans la constipation, et même hors constipation, de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est une base vraiment ça, c'est ce qu'on boit en plus de ce que l'alimentation nous apporte en hydratation. Hein. Exactement. Si vous avez vous prenez des concombres, il y a plein d'eau dedans, ça compte pas. C'est l'eau ou le thé que vous allez prendre dans votre hydratation pure. Donc ça va être de l'eau minérale plate, parce que je rappelle que l'eau gazeuse, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas bonne, puisque ça fait rentrer des bulles dans le côlon et ça donne des ballonnements. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « je vais prendre de l'eau gazeuse, ça me fait digérer ». Non, c'est tout l'inverse. L'eau gazeuse... Ah, c'est une idée reçue, ça. Ah bah complètement. Fausse croyance, bien sûr. C'est une idée reçue, puisqu'en fait, quand vous prenez des bulles dans votre boisson, il y a de l'air qui rentre dans votre estomac. Donc votre estomac se distend. Il y a trop d'air, donc vous avez tendance à rôter. En rotant, vous pouvez avoir un peu de reflux, de remontée d'acidité en même temps. Premier problème. Deuxième problème, votre air, il va sortir un peu par le haut, mais il va continuer à descendre par le bas. Et vous allez vous retrouver avec des ballonnements. Et je vois souvent des patients qui boivent que ça, en fait, donc 1,5 litre d'eau gazeuse par jour. Imaginez le volume d'air que ça représente dans le tube digestif. Et donc, la première chose à faire quand on a des problèmes de digestion, au sens large, des irritations, des ballonnements, etc., c'est d'arrêter les boissons gazeuses. C'est pour ça que je conseille toujours de prendre de l'eau plate. C'est pour ça que les personnes qui sont posées, par exemple, des anneaux, on leur déconseille, enfin, on leur interdit de boire de l'eau gazeuse. Absolument, après. Absolument. C'est terminé. Absolument, puisque l'estomac, donc, il a été réduit en volume. Donc, si vous mettez de l'air dessus, non seulement vous allez avoir un inconfort énorme, et ça peut participer aussi au lâchage du montage anti-obésité. Le psyllium, alors j'ai regardé parce que c'est fascinant, il y a énormément de littérature sur le psyllium. Est-ce qu'on peut en prendre, on va dire, de façon continue complètement. Ou pas? Complètement, puisque c'est complètement physiologique. C'est encore une fois un prébiotique, donc ça nourrit la flore, et donc il n'y a aucune accoutumance. Alors, ce qui est très important de dire... Alors, contrairement à beaucoup de laxatifs, c'est pour ça que je vous pose la question et que je me permets de vous poser la question, contrairement à beaucoup de laxatifs qui sont irritants. Voilà, tout à fait. Alors, le piège, si vous voulez, c'est que quelqu'un qui est constipé, il peut aller directement à la pharmacie ou sur Internet. Et là, il va tomber sur un tas de produits. Et il n'y a aucun distinguo, si vous voulez, en termes qualitatifs. C'est-à-dire que on va vous dire, prenez du séné, prenez de la bourdaine, prenez du cascara, prenez du dulcolax. Et toutes ces plantes sont irritantes, en fait, pour le côlon. Alors, ce qui va se passer, c'est que le patient, quand il va le prendre au début, il va réussir à évacuer ses selles, donc il va dire super. Mais en fait, c'est très mauvais parce que ça va rentrer dans les cellules du côlon, ça va les paralyser progressivement, ça va même colorer le côlon, et on le voit à la coloscopie. Quand des personnes ont pris pendant de nombreux mois, voire années, ce type de produit, le côlon va devenir de plus en plus marron. Et donc, alors la couleur, couleur naturelle du côlon, c'est un beige clair. D'accord. Beige clair.
Et donc, ça devient marron, voire noir. Moi, j'ai vu une patiente une fois qui en prenait beaucoup et depuis très longtemps, et qui avait un côlon complètement noir comme le micro. Hein. Et d'ailleurs, en coloscopie, je voyais rien, puisque en fait, le reflet de lumière se passe par la couleur. Et donc, en fait, d'avoir un côlon noir fait qu'on voit quasiment rien. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, ça veut dire que si vous prenez ces produits-là, vous allez avoir un bienfait. Ce bienfait, il va, au cours des semaines, diminuer de plus en plus, et vous allez augmenter la quantité pour avoir le même effet. Il y a une véritable dépendance. Et vous allez paralyser votre côlon, et là, vous allez vous mettre à aller à la selle une fois par semaine, tous les 15 jours. Donc, ça devient terrible. Et, par contre, le psyllium, grande particularité, c'est qu'il ne donne absolument pas ça. Il n'y a aucun effet irritant, il n'y a aucun effet de dépendance, et donc c'est totalement physiologique et microbiotique. Mais est-ce qu'il peut pas, ça peut aussi être une béquille? C'est-à-dire que les gens peuvent le prendre en se disant « je le prends parce que sinon je ne vais pas y aller ». Alors, c'est une excellente question. Il faut évidemment connaître le contexte clinique du patient. Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il a des signes associés, des douleurs abdominales? Est-ce qu'il a du sang dans les selles? Est-ce qu'il y a un antécédent familial de cancer du côlon? Alors, comme j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, et là je me permets de vous recouper, le sang dans les selles, c'est pas forcément rouge. Tout à fait. Alors, le sang dans les selles, vous avez deux types de sang. Vous avez le sang rouge, donc ça s'appelle des rectoragies. Donc c'est en général du sang qui vient de la partie gauche du côlon ou du rectum. Mais si vous avez un saignement qui vient de plus haut, alors de l'estomac, mais même de la partie droite du côlon, le sang va être digéré et peut arriver un peu noir en bas. Donc il ne faut pas se laisser piéger. Première remarque, donc si vous avez ce type de sel, rouge ou bien plutôt noir, alors ça a une odeur de goudron quand c'est du sang digéré, très caractéristique, il faut consulter. Deuxième remarque très importante, c'est que quand vous avez du sang, ça ne veut pas dire que vous avez des hémorroïdes. Donc ça, c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai du sang, j'ai des hémorroïdes ». Non, pas du tout. Et malheureusement, on voit des personnes de plus de 40 ans qui ont des saignements, qui s'auto-diagnostiquent des hémorroïdes et qui en fait ont tout autre chose, donc éventuellement des pathologies graves. Donc, quand vous saignez, il faut consulter, a fortiori quand vous avez plus de 35-40 ans. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour revenir à votre question sur la constipation, effectivement, il faut évaluer le patient. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 25 ans, qui a très mal mangé, qui a une constipation passagère, il prend du psyllium, un probiotique, il n'y a pas de souci, et puis ça va se régulariser. On va lui dire de changer son alimentation, de boire plus, etc. En revanche, s'il y a des signes associés, comme je vous l'indiquais, ou bien si ça dure et dès qu'il arrête les laxatifs, donc le psyllium en l'occurrence, il est à nouveau constipé, etc., là, il faut prendre un avis médical pour se poser la question de savoir s'il ne pourrait pas y avoir une pathologie sous-jacente. AVS avec le docteur William Bérébi, de retour de vacances aujourd'hui, docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue. Et je rappelle que vous êtes, vous, le créateur de ce concept de médecine microbiotique dont on parle de plus en plus. Votre livre Mission Ventre Plat est sorti avant l'été aux éditions Marabout. Exactement. On parle du transit intestinal. Quand vous tapez le mot constipation sur Internet, il y a énormément d'entrées. Vous avez beaucoup de... C'est l'un des items les plus tapés sur Internet, sur les moteurs de recherche. Voilà, vous allez tomber sur tout: huile de ricin, eau de pruneau, la cuillère d'huile d'olive, la tisane à la graine de lin, l'eau citronnée, le bâton de réglisse ou encore le charbon de Belloc. Vous allez voir, chacun y va de son petit remède miracle. On parlait du psyllium tout à l'heure. Alors il y a beaucoup d'entrées sur le psyllium, mais aussi des usages dérivés du psyllium. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour maigrir. Oui, donc là il n'y a pas de bénéfice. Si vous voulez, moi je m'appuie toujours, comme vous le savez, dans la médecine microbiotique et comme le reste, sur les études validées chez l'humain. Donc je vais utiliser un produit lorsque j'aurai vu une étude qui montre l'efficacité. Le psyllium, ça marche très bien dans la constipation. On sait que c'est un prébiotique, très bien. Par contre, pour maigrir, il n'y a jamais eu aucune publication qui a montré un quelconque effet sur le poids. Les troubles digestifs sont souvent associés dans l'inconscient collectif à la jante féminine. Vrai ou faux ? Alors c'est plutôt vrai,
puisque la constipation est plus fréquente chez la femme, et le syndrome de l'intestin irritable, qui est une cause fréquente de constipation, est également plus fréquent chez la femme. Il y a à peu près 3 à 4 fois plus de femmes touchées que les hommes, et c'est une réalité sur le terrain, hein, c'est ce que je constate effectivement. Mais est-ce qu'il y a eu des études pour croiser et voir s'il y avait une origine hormonale ou pas du tout ? Alors, les hormones jouent un petit rôle, mais on a plus des explications différentes. La première, ça va être l'hydratation. En général, la femme boit moins que l'homme, puisqu'elle a une capacité à retenir les urines qui est moindre, évidemment, de par sa configuration anatomique. Hein, ça, c'est une évidence. Un homme arrive à retenir ses urines, une femme, c'est plus compliqué. Donc, globalement, la femme va moins boire. Et puis, il y a un deuxième mécanisme qui est quelque chose de social, quasiment. C'est-à-dire que la femme n'a pas du tout le même rapport que l'homme à la selle et même aux flatulences, hein, aux fameux pets. Et beaucoup de femmes se retiennent. Beaucoup plus que les hommes. Alors j'ai trouvé le nom médical. Vous l'avez ? Oncoprésie ? Non, la parcoprésie. Et ben voilà, écoutez. La parcoprésie, j'ai trouvé ça. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la princesse qui fait pipi que des paillettes. Voilà, d'accord. Bah écoutez, je le connaissais. Parcoprésie. Non, vous voyez, j'ai cherché ce matin. Ah bah, bravo. Voilà, et il disait qu'en fait, le fait de se retenir. Et alors, mais ça, je crois. Alors chez l'enfant, quand ils se retiennent, c'est une pathologie un peu psychiatrique. Ils se retiennent et ils font sur eux. Ça s'appelle l'oncoprésie. C'est ça. Qui peuvent pas, mais notamment en milieu professionnel, et beaucoup de femmes ne veulent pas aller aux toilettes sur leur lieu de travail et se retiennent. Voilà, se retiennent parce qu'elles veulent pas qu'on les voit aller aux toilettes, parce qu'elles veulent pas qu'on les entende faire des bruits éventuellement, etc. Donc il y a un vrai contexte social à ça. Et c'est une grande partie de l'explication à la constipation. Alors, il faut noter aussi que la constipation remonte souvent à l'enfance. Donc ça, c'est un facteur très souvent retrouvé. C'est-à-dire que l'enfant, à l'école ou au lycée, il voudra aller aux toilettes. Il a 2 freins. Le prof qui lui dit non, vous n'allez pas aux toilettes parce qu'il pense que c'est parce que pour autre chose. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de papier dans les toilettes ou parce que c'est sale. C'est sale, ouais. Donc il y a beaucoup d'enfants qui se retiennent et qu'après on voit en consultation parce que effectivement ils ont développé une constipation chronique à l'adolescence et puis après en jeune adulte. Mais ce qui veut dire notre organisme n'est pas fait pour se retenir. Faudrait y aller dès qu'on a envie. Oui, c'est ça que oui, absolument. Dire. Donc ça c'est extrêmement important. Alors déjà il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. Souvent les patients me disent je mange et après j'ai envie d'aller à la selle. Et ils pensent que c'est pas normal. C'est absolument normal puisque quand vous mangez, alors quand on mange, il faut savoir que l'arrivée du bol fécal en bas va mettre entre 24 et 48 heures, donc ça met beaucoup de temps. Donc pourquoi est-ce qu'on a envie d'y aller ? C'est parce qu'il y a un réflexe hormonal notamment et avec certaines enzymes, mais surtout hormonales, qui va déclencher dans le côlon, donc 7 mètres plus bas, l'envie d'aller à la selle. Donc après un café, c'est peut-être votre cas, en tout cas c'est le mien, lorsque je bois 1 ou 2 cafés, après le matin je vais avoir ma selle qui se déclenche. Après le repas, donc ça c'est tout à fait classique et normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ça devient urgent, c'est-à-dire qu'on mange ou on prend une boisson et puis il faut aller tout de suite en catastrophe. Là, il y a problème. Mais le fait d'y aller dans la demi-heure qui suit n'a rien d'anormal. Ça fait partie des mécanismes physiologiques. Oui, on peut se retenir une demi-heure. Alors, on peut se retenir une demi-heure. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est se retenir longtemps et souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est quelque chose que j'explique très souvent à mes patients. C'est que si une femme, admettons une femme, puisqu'elle est plus concernée que l'homme, se retient régulièrement et longtemps. Le rectum, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Puisque lui, si vous voulez, il reçoit une information. On lui dit « je suis rempli ». Il y a des capteurs dans la paroi du rectum qui envoient l'information et cette fameuse sensation d'avoir envie d'aller à la selle. C'est parce que les capteurs, il y a une pression sur les capteurs en quelque sorte. Donc on a envie. Si vous vous retenez, qu'est-ce qui se passe ? Le rectum va essayer de s'adapter à vous et il va commencer à se dilater. Et au lieu d'avoir une contenance X, il va avoir une contenance plus élevée, puis de plus en plus élevée. Ce qui fait que vous allez arriver à vous retenir de plus en plus longtemps. Jusqu'au moment où ça sera une catastrophe, parce que vous resterez une semaine sans y aller, et là vous aurez mal au ventre, des ballonnements, etc. Donc, et je le dis régulièrement en consultation et dans les interviews, c'est effectivement, quand vous avez envie d'aller à la selle, respectez votre physiologie et faites ce que votre corps vous demande.
D'autres populations qui sont vraiment concernées par la constipation, alors ce sont les personnes âgées. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que notre microbiote vieillit ? Alors, le microbiote vieillit, il y a un microbiote effectivement plus pauvre, avec moins de bactéries et moins de diversité. Première chose. Deuxième chose, le centre de la soif, comme le cerveau lui-même, si vous voulez, il y a un centre de la soif dans la région cérébrale, est altéré. Donc la personne âgée ressent moins l'envie de boire. Troisièmement, en général, la personne âgée, elle peut avoir des problèmes de dentition. Donc elle va avoir plus de mal à manger des fibres. Donc des légumes, des fruits, effectivement, il faut mâcher une pomme, etc. Donc avec la dentition, c'est problématique. Donc ils vont aller vers des choses plus faciles à manger. Du steak haché, de la purée, de la compote. Donc beaucoup moins de fibres. Et puis vous ajoutez à ça la sédentarité. Effectivement, avec l'âge, le sport disparaît souvent de l'activité journalière, et puis il y a moins de mobilité. Une personne âgée bouge moins. Donc tout ça concourt, si vous voulez, au développement de la constipation chez la personne âgée. Donc il faut effectivement les alerter sur des réflexes simples pour arriver quand même à avoir des fibres, à boire davantage, à essayer de bouger en fonction de ce qu'on peut faire, etc. Et il y a les femmes enceintes également. Bien sûr. Pourquoi ? Alors les femmes enceintes, c'est très mécanique, c'est la compression par le poids fœtal sur le rectum. Le rectum, il va être comprimé, et donc du coup, l'angle, si vous voulez, entre le rectum et l'anus va être modifié, et donc ça va être plus compliqué de faire descendre les selles. L'expulsion, pareil, elle va avoir plus de difficultés, il va y avoir ce qu'on appelle une constipation terminale, donc elle va avoir du mal à expulser les selles, plus que d'habitude, et donc ça explique cela. Il y a aussi l'hydratation chez la femme enceinte, parce qu'elle va boire globalement moins, parce que, effectivement, avec le poids, elle va aller uriner plus souvent, comme elle a pression aussi sur la vessie. Donc si elle boit beaucoup, elle va tout le temps avoir envie de faire pipi, donc du coup, mécaniquement, elle va restreindre son hydratation, ce qui n'est pas une bonne idée, évidemment. Est-ce qu'il y a un lien entre le diabète et la constipation ? Tout à fait. Il y a un lien, je vois que vous avez bien bossé. Non, oui, j'ai bien bossé, mais c'est surtout que j'ai été étonné parce que c'est un sujet dont on ne parle jamais. C'est vrai. Jamais. C'est vrai. Alors, la constipation des diabétiques. Tout à fait. Donc les diabétiques, si vous voulez, ils ont ce qu'on appelle une neuropathie végétative. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les nerfs qui innervent, donc qui apportent l'innervation au tube digestif, s'abîment. Vous savez que dans le diabète, les artères se bouchent, y compris les artères du tube digestif. Donc, globalement, le tube digestif va être moins oxygéné et va un peu, dans quelque sorte, se paralyser. Et donc, cette neuropathie va entraîner une constipation chronique chez le diabétique, qui est tout à fait classique. Et il y a également, sur le haut, donc au niveau de l'estomac, ce qu'on appelle la gastroparésie diabétique, c'est-à-dire que l'estomac, lui aussi, il va plus être innervé et vascularisé, et il va plus contracter normalement, et le patient, il peut avoir une très grande vidange, une lenteur de vidange qui va faire qu'il va sentir une distension abdominale. En cas de constipation, elles sont stockées où, les selles d'ailleurs ? Alors, tout est stocké dans le côlon. D'accord. Sauf en cas d'occlusion intestinale, qui est un mécanisme tout à fait à part et que aigu. Beaucoup de gens redoutent. Bien sûr. Ouais. Alors notamment, l'occlusion plus fréquente, si on a été opéré de l'appendicite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute intrusion dans le ventre, au cours d'une opération, va créer des adhérences. C'est-à-dire, un ventre, il n'est pas fait pour qu'on aille le voir. Une adhérence, c'est quoi ? Une adhérence, c'est des fibres, en quelque sorte. Mm-hmm. Des fibres qui vont se développer, un réseau de fibres dans le péritoine, qui est l'enveloppe qui entoure les organes digestifs. D'accord ? Donc quand on ouvre un ventre pour aller pour une appendicectomie ou autre chose, ça va créer des adhérences. Et ces adhérences peuvent favoriser l'occlusion intestinale. Mais là, c'est aigu, c'est très particulier, c'est des douleurs, un arrêt des matières et des gaz, etc. Et des vomissements éventuellement. Donc ça, c'est à part. Mais si vous voulez, globalement, les selles sont stockées dans le côlon et un peu dans le rectum. Mais le rectum, dès qu'il se remplit, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près, la moyenne, c'est 200 millilitres, l'équivalent. Donc, dès qu'il y a 200 millilitres d'atteint dans le rectum, on va ressentir cette fameuse envie défécatoire. Envie d'y aller. On pourrait vivre combien de temps sans aller à la selle ? Alors, ça, c'est une bonne question. J'ai regardé, j'ai pas trouvé la réponse. Alors, parce qu'il n'y a pas de réponse consensuelle, en effet. Ouais. Alors, si vous avez une occlusion, pas longtemps, puisque très vite, vous allez avoir des douleurs abdominales très violentes et des vomissements. En revanche, dans une constipation fonctionnelle,
c'est-à-dire quelqu'un qui a un côlon qui va progressivement se paralyser parce qu'il a pris par exemple des laxatifs irritants. Donc ça je l'ai vu avec certaines femmes, et j'ai vu des femmes qui restaient, accrochez-vous bien, jusqu'à 1 mois sans avoir de selle. 1 mois, c'est le record. Et on n'en meurt pas, en fait. Alors, on n'en meurt pas. Ouais. Après, ce qui se passe, donc au bout de 3-4 semaines, évidemment, il y a une telle... Alors, les patientes, ce qu'elles font, enfin, c'est des cas extrêmes, évidemment, Bon. vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se retenir, elles vont moins manger, et puis globalement, au bout d'1 mois, il va y avoir un vrai problème, puisque le rectum, il va être plein à craquer, et là, ça peut faire ce qu'on appelle un fécalome, c'est-à-dire un bouchon, en fait, dans le rectum, qui peut faire parfois plus d'1 kilo, et là, il va falloir évacuer ce bouchon. À votre santé, désormais, on est avec vous à l'heure du déjeuner. Peut-être que vous découvrez d'ailleurs le docteur William Beribi, parce qu'il y passait le matin. Bon, maintenant, c'est à l'heure du déjeuner. Voilà, gastro-entérologue et hépatologue, donc créateur de ce concept de médecine microbiotique dont on parle de plus en plus, auteur de livres, et le dernier s'appelle Mission Ventre Plat aux éditions Marabout. On va parler du microbiote, c'est votre sujet préféré. Vous êtes tombé dedans en quelle année ? 2008. Alors, avant 2008, on ne savait pas très bien, on ne savait même pas bien du tout de quoi il était composé. Et puis en 2008, il y a une technique révolutionnaire qui est la métagénomique, c'est-à-dire qu'on est capable de casser les bactéries et de récupérer l'ADN. Avant, on cultivait. Mais sauf que dans le tube digestif, et notamment dans le côlon et l'intestin grêle, il y a 20% seulement des bactéries cultivables. Donc il y avait 80% d'inconnus. 2008, on a cette nouvelle technique, et donc on peut, pour la première fois, identifier exactement la composition du microbiote intestinal. Et là, ce jour-là, quand j'ai vu cette publication, c'était de l'INRA, j'ai compris que en fait, toutes les problématiques de patients qui étaient inexpliquées pour moi, puisque j'avais des cas où je disais, je ne comprends pas ce qui se passe chez ce patient, parce qu'il fume pas, il boit pas, il a pas de surpoids, et il a plein de pathologies. Et j'avais pas d'explication. Et ce jour-là, j'ai compris que ça relevait du microbiote intestinal. Je vais vous proposer un vrai faux sur le microbiote. Ouais. Est-ce que ça vous va, Doc ? Bien sûr, avec plaisir. L'hygiène est bonne pour le microbiote ? Excellente, donc l'hygiène alimentaire, vous entendez ? L'hygiène en général. L'hygiène en général. Alors, là, c'est une question à tiroir, parce qu'il y a l'hygiène alimentaire. Donc l'hygiène alimentaire, ça veut dire manger bien, des produits bio, des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes. Ça veut dire ne pas consommer d'aliments ultra transformés. Donc ça, oui. Après, il faut différencier d'autres microbiotes. Donc le microbiote cutané et le microbiote vaginal notamment. Donc là, il y a un paradoxe apparent. C'est-à-dire que trop d'hygiène, alors prenons le microbiote vaginal qui est bien connu aussi, trop d'hygiène au niveau du vagin, c'est pas bon. Parce que là aussi, vous avez une flore, la femme a une flore, et qui va être équilibrée s'il y a une hygiène normale. Une femme qui aurait trop d'hygiène, qui se laverait très souvent avec des gels, qui ferait des douches vaginales avec de l'eau, etc., va déséquilibrer son microbiote intestinal et va paradoxalement être plus sensible aux infections vaginales. Donc ça dépend de quel microbiote on parle. Voilà, ça dépend de quel... Et pareil pour le microbiote cutané. Le microbiote cutané, si vous avez un excès d'hygiène, c'est-à-dire que dès que vous avez quelque chose, vous utilisez un savon antiseptique, etc., eh bien, vous allez dénaturer votre flore, là aussi, et donc avoir plus de pathologies. On le sait très bien sur des personnes qui utiliseraient des produits cosmétiques ou des produits désinfectants d'une façon abusive. Donc, attention à trop d'hygiène sur la peau et au niveau vaginal. Doc, notre microbiote s'est enrichi au fil des millénaires. Alors non, c'est le contraire, il était beaucoup plus riche avant. Alors là, on est dans le paradoxe que vous soulignez qui est absolu. C'est-à-dire que, historiquement, on le sait d'ailleurs par les tribus tanzaniennes, par exemple, les fameux Hadza, dont je vous avais parlé. Oui, et c'est vrai qu'ils sont très, très célèbres grâce à vous maintenant, les Hadza. Voilà, faudrait que j'aille leur rendre visite, parce que là, quand même, il faudrait que je les voie des visus. Et donc, si vous voulez, les Hadza, donc 40 000 ans, c'est les tribus tanzaniennes, ils sont plus que 1500 cueilleurs-chasseurs. Et donc, les anthropologues ont eu cette curiosité fantastique d'aller les voir et de recueillir leur microbiote. Donc, eux, ils ont finalement le microbiote d'il y a 40 000 ans, puisque cette tribu n'a pas changé son mode de vie. Et donc, ils se sont aperçus que leur microbiote était beaucoup plus varié que le nôtre, beaucoup plus riche en bonnes bactéries, et qu'il n'y avait pas du tout certaines maladies de civilisation ou proches
comme l'obésité, il n'y a pas d'obèse, il n'y a pas de cancer du côlon, il n'y a pas d'intestin irritable, il n'y a pas de maladie de Crohn. Et donc, tout s'explique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Et alors, autre particularité, comme ils sont cueilleurs, chasseurs et qu'ils ne mangent pas la même chose l'hiver et l'été, eh bien, ils ont un microbiote saisonnier. C'est-à-dire que historiquement, l'humain n'avait pas le même microbiote l'hiver et l'été, puisque son alimentation variait. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux industrialisés, eh bien, on a une alimentation qui est totalement lissée toute l'année. Vous trouvez tous les fruits que vous voulez, même hors saison, etc. Vous consommez, enfin, beaucoup de personnes, beaucoup trop, consomment des produits industriels qui sont totalement lissés. Donc, avec le temps, il n'y a plus de différence saisonnière, donc on a le même microbiote toute l'année. Et notre microbiote s'est appauvri, puisque le paradoxe absolu, c'est que le microbiote qui a besoin de fibres prébiotiques, légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, n'en a pas assez, et que les produits industriels et les produits raffinés ont enlevé les fibres de l'alimentation. Prenons l'exemple du pain. Si vous prenez du pain complet, du pain aux céréales, vous apportez des fibres, du pain de seigle ou du pain de seigle, vous apportez des fibres. Si vous prenez du pain blanc, il n'y a plus de fibres. Donc, l'évolution sociétale, si vous voulez, alimentaire, depuis au cours des 50 dernières années, a enlevé la base utile et indispensable au microbiote intestinal, c'est-à-dire les fibres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 9 Français sur 10 ont un apport de fibres insuffisant, en dessous des fameux 30 grammes. Le microbiote, Doc, revient toujours à son état basal, naturellement, notamment après une prise d'antibiotiques. Alors, non, pas toujours. Tout dépend de deux choses. Premièrement, comment est votre microbiote au départ, avant la prise d'antibiotiques ? Et deuxièmement, combien de temps vous prenez les antibiotiques ? Et troisièmement, il y a un troisièmement en fait, si vous prenez ou pas un probiotique associé, de l'ultralevure en l'occurrence, et si vous augmentez votre apport de fibres prébiotiques pendant la prise d'antibiotiques et même après. Si vous avez un microbiote équilibré au départ, vous prenez des antibiotiques pendant une semaine pour une bronchite, il ne va rien se passer. S'il va se passer quelque chose, il va être impacté, puisque l'antibiotique va certes détruire la bactérie pathogène, donc celle qui est responsable de l'infection, mais aussi des bonnes bactéries. Donc il faut en moyenne 1 mois pour que votre microbiote revienne à la normale. Imaginez une balançoire, elle va... Donc sans rien faire, en gros, sans trop s'en occuper, on va dire. C'est ça, ouais. Voilà. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle un microbiote intestinal résilient. Donc une balançoire, vous lui mettez un petit coup, elle va balancer, et puis finalement, elle va revenir à l'arrêt. Donc ça, c'est un microbiote résilient. En revanche, si votre microbiote est déséquilibré au départ, ou pas moins équilibré qu'il ne faudrait, que vous prenez des antibiotiques pendant très longtemps. Ça, on le voit par exemple dans l'acné. L'acné, les jeunes femmes notamment, ou les jeunes hommes, prennent des antibiotiques pendant des mois, des cyclines, etc. Donc là, évidemment, la durée va faire qu'il y a une plus grande impaction. Si vous ajoutez à ça le fait que la personne consomme très peu de fibres prébiotiques et qu'elle n'a pas pris d'ultralevure, et malheureusement, je suis obligé de constater que dans 9 ordonnances sur 10 d'antibiotiques, l'ultralevure n'est pas prescrit. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une situation où le microbiote ne revient pas à l'équilibre et ça peut ouvrir le champ au développement de pathologies chroniques. La régularité de notre sommeil, Dr Bérébi, a un impact direct sur la qualité de notre microbiote intestinal. Tout à fait. Donc, le microbiote, alors ça a été... En régularité, ça veut dire qu'on dort tous les jours à la même heure, c'est ça ? Voilà, alors, c'est le jet lag social. Alors, le jet lag social, c'est le fait d'avoir un delta entre... Prenons quelqu'un qui travaille 5 jours sur 7, il dort à peu près à la même heure, il va avoir, disons, 7 heures de sommeil, 8 heures. Le week-end, il fait plus ou moins la fête et il va dormir 2, 3, 4 heures de plus. Donc ça, c'est très mauvais pour le microbiote, ça a été très bien étudié récemment. Et donc, on sait aujourd'hui qu'un delta de plus d'1 heure et demie seulement, donc c'est pas énorme, eh bien, modifie le microbiote, augmente les mauvaises bactéries et diminue les bonnes, et notamment des bactéries qui sont augmentées, qui jouent un rôle dans l'obésité et dans le diabète. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que la grasse matinée du week-end, c'est pas tellement une bonne idée. C'est ça, c'est pas une bonne idée, sauf si elle fait moins d'1 heure et demie. Donc, oui, bon, ça, c'est pas mal déjà, voilà, on gagne ça 1 veut heure et dire, demie. Admettons que dans la semaine, vous faites, je sais pas moi, 23 heures, 7 heures, d'accord, 8 heures de sommeil. Si le week-end, vous couchez à minuit, vous avez le droit de dormir, entre guillemets, le droit, chacun fait ce qu'il veut évidemment, jusqu'à 9h30. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Tout le monde devrait faire analyser son microbiote intestinal au moins une fois. Alors non, pas du tout. Donc ça, c'est une question qui m'est moins posée, je dois dire, grâce probablement à l'information que je fais. Parce qu'ils savent que vous allez les envoyer bouler, en fait. Non, je ne veux pas les envoyer bouler, je leur explique. Ceux qui le... mais j'en vois moins, parce que ceux qui viennent me voir, effectivement, en consultation de médecine microbiotique, ils ont souvent été informés par mes livres ou par mon compte Instagram, etc. Donc ils ont une idée sur le sujet. Donc ça sert à rien, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas que ça sert à rien dans l'absolu, ça sert dans les laboratoires de recherche, bien évidemment, pour cartographier et typographier le microbiote d'une patiente en obésité, du stress, de l'intestin irritable, ou de la maladie de Crohn, ou même du cancer du côlon, puisque je rappelle qu'il n'y a pas une dysbiose intestinale, il n'y a pas un déséquilibre. Pour chaque pathologie, on a un déséquilibre différent, et c'est comme ça que je sais comment utiliser les probiotiques, puisque les travaux de recherche nous permettent de dire, voilà, la dysbiose, donc le déséquilibre est de ce type-là, et donc c'est tel probiotique qu'il faut utiliser. Mais l'idée qu'il faudrait aller faire séquencer son microbiote pour dire je vais rajouter un coup de scie, prendre des bactéries, des probiotiques, voilà. Donc ça sert à rien, ça ne sert à rien, parce que d'abord le résultat qu'on vous donne est totalement ininterprétable, il n'est pas exploitable, puisque souvent les bactéries sur lesquelles vous seriez en déficit n'existent pas sous forme de probiotiques. Donc une fois que vous avez vos résultats, qu'est-ce que j'en fais ? Rien du tout. Et deuxièmement, et ça c'est très important pour moi, les tests ne sont pas standardisés, pas homologués. C'est-à-dire qu'un test, quel qu'il soit, dosage de la glycémie, etc., c'est standardisé. Donc il y a des kits homologués par des autorités indépendantes. Dans le cas de l'étude du microbiote fécal, c'est la société type start-up qui l'a commercialisé, qui s'auto-homologue, donc on n'a aucune garantie de qualité et fiabilité. Et allez, une dernière pour la route, la hausse du nombre d'allergies aujourd'hui dans nos populations, on a l'impression que tout le monde est allergique, est due à la qualité du microbiote. Absolument. Donc pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le microbiote intestinal, c'est le premier rideau de l'immunité, puisqu'il y a plus de 60% des cellules de l'immunité qui sont dans le microbiote intestinal. Donc ça veut dire en clair que si votre microbiote est déséquilibré, et malheureusement c'est de plus en plus le cas à cause des aliments ultra transformés et du mode de vie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc vous avez un microbiote intestinal qui est de plus en plus désorganisé, donc un système immunitaire de plus en plus défaillant, puisque le premier rideau immunitaire, c'est le microbiote intestinal qui communique avec le microbiote sanguin. Donc quand votre microbiote est altéré, ce qui va se passer, c'est que la capacité à reconnaître les substances comme étant, par exemple, des substances normales qui ne sont pas toxiques pour vous, ça peut être vrai pour le lactose, ça peut être vrai pour le gluten, eh bien, le microbiote va plus être capable de gérer l'information convenablement, et vous allez vous retrouver à être, en quelque sorte, intolérant à quelque chose auquel vous n'étiez pas avant. Bien, on arrive au terme de cette émission. Il y a une question qui vient d'arriver hors antenne et qui vous demande, Dr Bérivic, qu'est-ce que vous pensez de l'irrigation colonique ? Alors, bonne ou mauvaise idée ? Alors, mauvaise idée. Bien sûr, mauvaise idée. Premièrement, si vous voulez, donc pour répondre d'une façon très précise, il n'y a aucune, là aussi je m'appuie sur, si vous voulez, ce qui existe, quelles sont les preuves scientifiques. Il n'y a jamais aucune étude qui a montré que ça avait un bénéfice. Deuxièmement, c'est extrêmement coûteux. Troisièmement, l'irrigation... Alors l'irrigation colonique, c'est l'irrigation du côlon. Ça veut dire, on envoie, les personnes qui font ça envoient des sondes dans une ambiance zen, détendue, etc. Facturent ça des centaines d'euros et envoient en quelque sorte une sonde dans le côlon, mais dans une toute petite partie du côlon, finalement, puisque le côlon, je le rappelle, fait 1 mètre avec des angles, donc c'est impossible d'aller au bout, et donc envoie de l'eau et récupère de l'eau. Donc ça ne sert à rien. Et le microbiote, si vous voulez, il n'est pas dans les selles qui sont récupérées, puisque le microbiote, il est au niveau de la paroi, et ce sont des bactéries intelligentes. Ce que vous voulez dire, c'est que médicalement, vous n'y voyez pas de... Je ne sais pas que j'y vois pas, c'est qu'il n'y a aucun intérêt du tout. Et donc, quand vous êtes constipé, il vaut mieux prendre du psyllium et s'hydrater que d'aller sur ces techniques-là totalement ésotériques. William Bérébi sur Beurre FM, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui aujourd'hui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Merci à vous. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.